La Russie est-elle en train de gagner la guerre? L'Ukraine arrivera-t-elle à récupérer les territoires qu'elle a perdus? Et quid de l'éventualité de négociations de paix? Autant de questions au cœur du livre de Jacques Hoggard, qui est notre invité. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été dans l'armée française, précisément ancien officier parachutiste de la Légion étrangère. Et vous êtes l'auteur du livre « La guerre en Ukraine », regard critique sur les causes d'une tragédie. C'est aux éditions Hugo Doc. Première question. Jacques Hoggard, êtes-vous surpris par la durée de ce conflit qui entre dans cette troisième année? On sait que, voilà, il y a eu ce qui s'est passé en 2014, mais si on part du 24 février déjà, on entre dans la troisième année. Est-ce que ça vous surprend, la durée? Oui, parce que comme tout le monde, on espérait que ce conflit prendrait fin beaucoup plus tôt. Et d'abord, en mars 2022, je le rappelle, lors des négociations d'Istanbul, qui étaient toutes proches d'aboutir à l'époque, et que le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait capoter. Donc cette guerre ensuite s'est un peu enlisée. Il y a eu, je pense, des erreurs, je ne sais pas si c'est des erreurs stratégiques, mais plutôt des erreurs tactiques de part et d'autre, qui ont fait qu'on s'est enlisé. Bien sûr, il y a l'hiver, qui est le général hiver, ça compte énormément dans ces régions, qui ont fait que les délais ont été largement dépassés et qu'on est maintenant rentrer dans la troisième année. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est un tournant majeur de cette guerre. Je pense qu'effectivement, la Russie est en train, militairement, de gagner cette guerre. Et ça ne m'étonne pas, en revanche, parce que je pense que on a sous-estimé totalement plusieurs facteurs, mais en particulier la profondeur stratégique de la Russie. 7 fuseaux horaires, 148 millions d'habitants, face à cette petite Ukraine, un peu plus grande que la France, mais avec quelques 35 millions d'habitants, parce que l'Ukraine a subi une érosion terrible de citoyens qui sont partis à l'extérieur. Vous évoquez la question démographique. Oui, qui est très importante. La Russie, parfois, pour se défendre, dit on n'est pas que face à l'Ukraine, on est face à l'OTAN et face à un PIB beaucoup plus grand, des millions et des millions de personnes. Mais vous avez raison, et je pense que cette guerre aurait été beaucoup plus courte, indépendamment de ces errements tactiques que j'ai soulignés à l'instant, s'il n'y avait eu ce soutien massif de l'Occident, États-Unis, OTAN, Union européenne, à l'Ukraine. Quelques 225 milliards d'euros ou de dollars selon la monnaie qui ont été déversés sur ce pays, des armements en quantité, alors des armements parfois obsolètes comme nos vieux AMX-10 RC français, mais aussi des armements modernes, mais dont la disparité considérable rendait très difficile à la fois l'utilisation, la maîtrise et le maintien en condition. Alors on va juste revenir, mais celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, vous l'avez évoqué, on va revenir sur le terrain militaire, vous avez dit, Boris Johnson, l'ex-premier ministre britannique, a fait capoter les discussions. Vous voulez dire que ce conflit est évitable et vous imputez la responsabilité de l'invasion russe aux Occidentaux, entre guillemets? Non, si vous voulez, il est indiscutable que l'opération spéciale décrétée par le président Vladimir Poutine le 24 février est de son ressort, à lui. Elle m'a surpris, j'étais le premier surpris quand j'ai appris au matin que les unités militaires russes étaient rentrées en territoire ukrainien. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute de l'URSS, les Américains en particulier, et leurs alliés et amis britanniques, n'ont jamais voulu considérer que l'URSS avait cédé la place à une autre entité qui est la Fédération de Russie, différente. Et j'en tiens pour preuve les efforts que tant Gorbatchev le premier, avant la fin de l'URSS, ensuite Yeltsin, ensuite Poutine lui-même, ont tendu la main à l'Occident en demandant l'intégration dans la maison commune européenne à l'époque, en demandant même, ça c'est Poutine s'adressant à Clinton, l'intégration dans l'OTAN. Ça paraît énorme, mais vos auditeurs ont le droit de le savoir. Et tout ceci a été refusé et repoussé avec mépris. Donc, pourquoi ? Parce que je pense que les Américains, c'était contraire à leur objectif stratégique. Les Américains sont nos alliés, mais jusqu'à un certain point. C'est Mitterrand qui a dit que c'était nos meilleurs ennemis, je crois. Et la vérité, c'est que le combat économique est tel que les Américains ne veulent pas d'une Europe unie, celle dont rêvait De Gaulle, de Brest ou de l'Atlantique à l'Oural, si vous voulez. Donc, il faut une Europe, mais une Europe divisée, et surtout pas instaurer un couple Russie
Occident, Europe occidentale, que ce soit l'Allemagne ou la France. Andrei Makine, l'académicien français, rêvait d'un équilibre européen entre la France et la Russie. D'autres parlent du couple russe-allemand, qui est indispensable aussi à l'Allemagne aujourd'hui, qui rentre dans une phase de grande difficulté économique, à mon avis, du fait de cette guerre. Et je pense que oui, ça correspond à une stratégie volontaire américaine décrite par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier. Vous disiez tout à l'heure, sans l'aide occidentale, le conflit n'aurait pas duré, mais la Russie serait où aujourd'hui? À Kiev? Elle a conquis des pans encore plus entiers de l'Ukraine. Oui, je comprends, parce que c'est l'argument qu'on va m'opposer facilement, mais je suis persuadé. Alors, Kiev pose la question des buts de guerre. Oui, bien sûr, c'est les objectifs de guerre. Les objectifs. Sur la phase initiale qui a constitué à aller vers Kiev, il y a un débat. Pour les uns, l'opération spéciale devait se passer de telle manière que les forces russes étaient acclamées en libérateurs pour les débarrasser finalement l'Ukraine du régime de M. Zelensky. Je pense que c'était probablement l'idée de M. Poutine à l'époque. Mais bon, je ne suis pas dans sa tête et je ne sais pas. Et l'autre, c'est une version plus stratégique. Et l'autre est une version plus stratégique. C'est d'attirer les forces ukrainiennes. Exactement, d'attirer les forces ukrainiennes, de concentrer les forces ukrainiennes pour mieux agir sur le Donbass et vers le sud, vers Mariupol, etc. En tout cas, la Russie parle d'opération spéciale, vous le dites, c'est une guerre, clairement. C'est une guerre. Avec ses tragédies, bien évidemment, sûr. Des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, sans doute, de civils, de soldats, évidemment, qui sont morts depuis un peu plus de 2 ans. Parlons d'intermédiaire, comment vous qualifiez la situation? On parle de front figé. La Russie administre déjà de facto le Donbass, elle a annexé la Crimée, elle a annexé d'ailleurs aussi d'autres régions du Sud. Je vais vous dire, je pense que sur le plan territorial, la Russie a atteint ses objectifs, à une exception près, dont on ne parle pas trop, c'est Odessa, parce que c'est un sujet sensible. Mais Odessa, qui est donc le port fondé par Catherine la Grande et d'ailleurs un Français, le duc de Richelieu. Pourquoi c'est sensible? C'est sensible parce que c'est stratégique. C'est un port, c'est l'accès pour l'Ukraine à la mer, et pour les Russes, c'est une base qui risque d'être une base otanienne si elle reste dans le giron ukrainien d'aujourd'hui. Donc c'est un vrai enjeu. Alors on n'en parle pas trop, mais moi je pense que Odessa est un vrai sujet. Mais pour le reste, la Russie a atteint tous ses objectifs territoriaux pratiquement. La dernière bataille qui vient de se dérouler, alors je prononce Avdiivka, je prononce mal le terme parce qu'il y a la prononciation ukrainienne ou russe. Dans le Donbass. Et dans le Donbass. On parle de verrou stratégique. C'est la ville clé, en fait, qui permettait aux forces ukrainiennes, depuis 2014, de bombarder le Donbass, de mettre le Donbass sous l'épée de Damoclès des forces armées ukrainiennes. C'est fini. Avdiivka est tombé. Et puis, on voit que non, le front n'est pas figé parce que les forces russes continuent d'avancer. Et les informations que j'ai, moi, c'est qu'en face, c'est la débandade et la panique. Donc, évidemment, c'est choquant pour tous ceux qui ont soutenu la cause ukrainienne et la cause de M. Zelensky jusqu'à présent. Mais pourquoi la contre... Pardon, j'ai pas... Pardon, je vous ai coupé, mais vous avez perdu le livre. Pourquoi la contre-offensive ukrainienne n'a pas opéré? Pourquoi la contre-offensive ukrainienne n'a pas opéré? Est-ce que c'est une question d'hommes? Est-ce que c'est une question de matériel? Est-ce que c'est une question... Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons. Alors d'abord, vous savez, à la guerre, il y a un principe qui est connu de tous les stratèges, on va dire. Tous les stratèges ou tacticiens d'un certain niveau, c'est la concentration des efforts. Or, cette offensive a été dispersée sans objectif véritablement dessiné. Ou indiqué. Deuxièmement, il y a bien sûr, je pense, une supériorité matérielle, une supériorité en hommes de la défense russe qui s'était installée, qui s'était établie, supériorité technologique. Donc, malgré le renfort des moyens de l'OTAN, en particulier renseignement, la percée ukrainienne s'est essoufflée sur les défenses russes. Donc voilà les raisons principales de la priorité de l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est quoi? On a le sentiment que l'Ukraine insiste beaucoup sur la Crimée. C'est l'objectif le plus atteignable, et si oui, pourquoi? Par rapport au Donbass? Alors moi, je ne pense pas que la Crimée soit le... oui, parce que la Crimée, c'est symbolique. Mais la Crimée a été annexée par la Russie en 2014.
Je pense que c'est probablement de toutes ces terres rattachées à l'Ukraine à un moment donné. C'est un cadeau de Khrouchtchev à l'Ukraine. Oui, je le rappelle, en 1954. Mais la Crimée a toujours été russe, ou tatar avant, mais sous domination ottomane. Mais je veux dire, dans la région, la Crimée a toujours été russe. Moi, je suis allé à Yalta, à Simferopol, etc. J'ai vu une population qui est russe et russophone et russophile. Alors, quand on vous entend, la France, l'Union européenne, Ursula von der Leyen, les États-Unis, si on vous entend, vous êtes diamétralement opposé avec le discours des Occidentaux qui imputent la responsabilité à Vladimir Poutine, impérialiste, expansionniste. Il est accusé de crimes de guerre par toutes ces parties-là. Alors vous savez, d'abord les crimes de guerre, moi j'ai un peu roulé ma bosse, entre guillemets, sous l'uniforme français, dans des contrées difficiles. Vous êtes allé au Rwanda, vous êtes allé au Kosovo. Au Kosovo. Les crimes de guerre, vous savez, je pense que ce n'est pas l'apanage d'un parti ou d'un autre, d'un camp ou d'un autre, pour être exact. Et je pense aussi que les crimes de guerre font l'objet d'une mise en scène et d'une désinformation très puissante. Moi, j'ai vu le cas au Kosovo en particulier, avec le fameux massacre de Ratchak, qui a été un peu l'élément déclencheur de l'opération alliée au Kosovo en 1999. Donc il faut être très prudent. Je sais qu'on a parlé de Boutcha. Boutcha est un vrai sujet. Boutcha, il y a deux versions qui s'affrontent. Moi, j'observe que des gendarmes français sont allés là-bas en mission, dont nous n'avons pas le rapport et dont nous n'aurons peut-être jamais le rapport. Il y aura le travail, bien entendu, des historiens. J'aimerais vous entendre quand même sur les propos d'Emmanuel Macron. Alors, autant dire que ça a fait flop, c'est le cas de le dire, puisque tous ses alliés, États-Unis, y compris l'OTAN, ont dit non, il n'y aura pas de soldats occidentaux, pas un seul sur le sol ukrainien. Comment avez-vous reçu ces propos? Écoutez, ces propos m'ont surpris et choqué, je dois dire, pour être très, très franc, parce que je considère que quand on est le chef d'État d'un grand pays, d'une grande nation comme la France, qui a du poids malgré la diminution de son influence et qui a l'arme nucléaire, qui a un siège au Conseil de sécurité, et puis qui est la France avec sa culture, son histoire. On ne peut pas tenir, à mon avis, ce genre de propos. Il a dit que ce n'était pas à exclure, pour être précis, c'est une hypothèse. Bien sûr, bien sûr. On sait qu'il peut y avoir des formateurs, des instructeurs. Bien sûr, mais je pense qu'en termes de diplomatie, on peut faire mieux. Je pense qu'au moment où je pense que l'Ukraine est en train de s'effondrer, à tout point de vue, économiquement, humainement, les pertes sont colossales et je pense que ce pays ne va pas s'en relever. En gros, vous dites qu'il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre. Vous, le militaire, vous nous le dites, mais est-ce que la solution politique est possible? Est-ce qu'il y a une place encore pour les négociations avec ces deux hommes, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, ou est-ce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui parte? Alors écoutez, moi je vais vous dire, d'une vision pragmatique, quitte à choquer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, je pense que Vladimir Poutine n'est pas prêt de quitter son fauteuil. Et je pense que M. Zelensky a du souci à se faire parce que il est soutenu par les Américains. Mais regardez bien, dans l'histoire récente, les Américains ne soutiennent jamais très longtemps leurs alliés. Moi, je serais à sa place, je me ferais du souci, M. Zelensky, pour ma durée. Maintenant, parce que il nous reste 30 secondes. Faudra-t-il vraiment négocier, oui ou non? Moi, je pense qu'il faut absolument négocier. C'est-à-dire qu'il faut que la diplomatie reprenne ses droits. La diplomatie, c'est mieux que la guerre. Et c'est un soldat qui vous le dit. Merci beaucoup, Jacques Hogar. La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie chez Hugo Doc. Merci pour votre point de vue, on peut le dire, différent de la plupart des experts qu'on entend. Peut-être un peu iconoclaste, mais vraiment sincère. Et un livre à lire pour se documenter et avoir aussi un autre regard sur ce conflit. Merci à vous. Merci beaucoup.